On me dit souvent, ce qui est bien avec le Wing Chun, c'est que je peux continuer à m'entraîner chez moi grâce au mannequin de bois. Alors voilà ce que j'en pense et ce que je préconise comme entraînement à la maison. Allez, jingle. Your kung fu is pretty good. You're gonna pay. You treacherous bastard. Get him! Bienvenue sur Kung Fu Coffee Break podcast. Bienvenue dans cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. Alors aujourd'hui en extra, je suis solo et je vais parler entraînement à la maison. Parce que c'est une question qui revient assez souvent, ça fait 15 ans que j'enseigne et j'ai souvent eu des élèves qui me demandaient qu'est-ce que je peux continuer à faire à la maison pour m'entraîner, pour progresser tout seul de mon côté. Quand j'entends entraînement à la maison, j'entends vraiment entraînement individuel, solo, sans aucun partenaire. Qu'est-ce que je peux faire tout seul chez moi? Alors, je vais parler à travers cet épisode de ma discipline, on va dire, le Wing Chun, mais quelque part, tout ce que je vais dire, ça peut être transversal avec n'importe quelle discipline martiale. Parce que dans les arts martiaux, on n'a pas forcément cette culture de s'entraîner seul à la maison. On est plutôt dans une culture de travailler avec des partenaires, avec un instructeur. Le fait de s'entraîner seul, c'est plutôt du domaine des sports de combat. Néanmoins, même si ce n'est pas dans la culture de notre art martial, c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer et je vais donner quelques pistes de travail dans cet épisode. D'ailleurs, ce que je propose à mes élèves à Marseille Wing Chun, c'est quelques vidéos tutoriels où je leur propose de travailler à la maison selon diverses thématiques, comme les déplacements, shadowboxing ou travail des formes par exemple. Et vraiment, les vidéos, je les ai pensées dans ce sens-là. Comment tu peux continuer à travailler seul chez toi à la maison? Donc en premier lieu, oui, les formes. Chaque art martial, soit les arts martiaux chinois, les arts martiaux japonais, avec les katas, les Tao, on peut travailler ces Tao tout seul chez soi. Se filmer avec son smartphone, regarder ce qu'on fait, s'améliorer au fur et à mesure, faire une auto-évaluation. Ça, c'est vraiment un travail que l'on peut faire de manière individuelle et qui est vraiment recommandé de faire vraiment tout seul chez soi. Dans la continuité de ce travail-là, si on s'inspire un peu de ce que font davantage les sports de combat, travailler sous forme de shadowboxing, c'est également une excellente pratique. C'est-à-dire sortir des formes qui sont plus codifiées dans les arts martiaux traditionnels et travailler de manière libre en faisant les mouvements de son arme, mais plus dans un ordre bien précis, mais vraiment comme le ferait un boxeur ou quelqu'un qui fait du sport pied-point en mode shadowboxing. Ça aussi, c'est un excellent travail à développer et à faire tout seul à la maison. Et dans ce type de travail-là, la notion de déplacement entre tout de suite en jeu également. Pour ce qui est du Wing Chun, petite digression sur le mannequin de bois. De manière classique, le mannequin de bois, comme je l'ai expliqué dans un épisode précédent, c'est plutôt réservé à des élèves dits avancés. Néanmoins, je considère que n'importe quel débutant peut faire également un travail sur le mannequin de bois. Encore faut-il que le travail soit contextualisé au niveau de l'élève et selon les techniques que doit maîtriser l'élève pour son niveau. C'est-à-dire, je distingue d'un côté la forme du mannequin de bois, qui est plutôt réservée à des élèves, on va dire, avancés, à des exercices plus simples et plus basiques, à la portée de tous, sur le mannequin de bois. Néanmoins, dans le travail individuel que, on va dire, n'importe quel pratiquant de Wing Chun pourrait faire à la maison, en tout cas pour les débutants qui commencent à appréhender ce système, le mannequin de bois, c'est vraiment la dernière chose que je leur recommanderais de faire à la maison. Je trouve qu'il est beaucoup plus important d'insister sur certaines choses avant de passer sur le mannequin de bois, en tout cas pour les débutants. Donc l'autre grand domaine sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est le développement des capacités athlétiques. Et en premier lieu, apprendre à développer son punch, frapper un sac. Parce que frapper un sac, que ce soit un sac de frappe murale comme on utilise davantage en Wing Chun ou un sac, peu importe, de sport pied-point, ça permet de développer son punch et c'est la manière la plus simple et la plus directe et la plus concrète pour développer son punch. Il faut frapper souvent, régulièrement, pour développer sa puissance de frappe. On peut bien sûr jouer sur les protocoles d'entraînement en variant, en isolant et en faisant par exemple un travail spécifique à la force, un travail spécifique à la vitesse, un travail spécifique à l'explosivité, à l'endurance musculaire, axé davantage sur les membres supérieurs ou sur les membres inférieurs.
Néanmoins, c'est juste essentiel de développer sa puissance de frappe en dehors de l'entraînement conventionnel, je veux dire, dans une salle avec des partenaires ou un instructeur. Donc c'est vraiment un travail complémentaire à la portée de tous et qu'il est important de faire. Dans cette continuité, ce que je trouve aussi important de travailler à la maison, c'est l'endurance cardiovasculaire. Le cardio, c'est important, donc on a déjà parlé d'endurance musculaire, quelque part, il y a un peu de cette composante-là également dans l'endurance cardiovasculaire, mais voilà, le cardio à proprement dit, travailler son cœur, son souffle, c'est vraiment très important également dans les arts martiaux et les sports de combat. Si on parle de filière énergétique, dans les arts martiaux, dans les sports de combat, on est plutôt sur une filière dite anaérobique, où on va travailler davantage sur une forte intensité dans une temporalité assez courte, contrairement à la filière dite aérobique qui est réservée davantage aux sports dits d'endurance. Néanmoins, travailler cette filière aérobique est également très important. Pourquoi? Déjà pour la santé, parce que travailler son souffle, travailler son cardio, de toute façon pour la santé c'est déjà bon. Mais si on laisse ça de côté, si on regarde vraiment dans le domaine du combat, pourquoi c'est important? Déjà si le combat doit durer, c'est bien d'avoir un petit peu de cardio parce que sans cardio, on ne peut pas faire grand-chose. Si on remet ça également dans un contexte de self-défense, avoir du cardio, c'est aussi important parce qu'on va peut-être être amené à courir après un affrontement. On va peut-être être amené à affronter plusieurs personnes, donc avoir du cardio, c'est vraiment pas négligeable. Et enfin, tous ceux qui ont fait un peu de sparring et qui sont amenés à faire du grappling ou à faire du combat au sol, vous savez à quel point le cardio est déterminant si on va dans ces domaines-là. Donc toute forme d'entraînement qui vise à développer le cardio est bon en soi, hein. On a du plus simple, la course à pied, qui est vraiment très très simple, qui est très efficace, qui est pas très cher, qui est à la portée de tous, il suffit d'avoir une bonne paire de chaussures. Mais on peut penser à d'autres instruments que l'on peut faire chez soi si on a un peu de place pour stocker, comme le vélo elliptique, très très bien pour développer le cardio, ou le rameur, qui est aussi un très bon instrument pour développer le cardio. Selon votre art martial, vous avez peut-être besoin de développer certaines aptitudes, selon qui vous êtes, selon votre parcours, parce qu'on est tous différents. Et certains vont peut-être avoir besoin de travailler davantage la souplesse, par exemple, ou la mobilité, ou la coordination, l'équilibre, la proprioception. C'est aussi un moment chez soi où on peut se concentrer sur ces aptitudes-là et les développer chacun de son côté. Et enfin, en dernier lieu, je terminerai avec développement de capacités qu'on peut appeler mentales. C'est-à-dire gérer son stress, gérer ses émotions, c'est bien déjà d'une manière générale, mais aussi en situation de combat, parce qu'une situation de combat est forcément une situation stressante et il faut apprendre à gérer cela pour avoir le contrôle sur ce que l'on fait. On peut envisager un travail sur la respiration, travailler certaines activités qui sont davantage stressantes, où on a besoin d'avoir un fort contrôle sur ce que l'on fait. On peut penser notamment à l'exposition au froid. Et enfin, si on parle de mental, on peut parler également de projection mentale. Et quelque part, ne serait-ce que de faire le shadowboxing avec une certaine intention, quelque part, c'est déjà faire un travail de projection mentale. Donc, comment travailler tout ça? Je suggère de faire une programmation, de travailler par cycle d'entraînement, un cycle de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, travailler une thématique en particulier, la puissance de frappe par exemple pendant quelques semaines, faire une pause on va dire et travailler quelques cycles de coordination si c'est nécessaire, de mobilité, reprendre par la suite la puissance de frappe. Voilà, ne pas hésiter à programmer, regarder sa progression, s'évaluer, recommencer un peu plus tard et constater que l'on progresse. Et au final, c'est la somme de tout cet entraînement qui doit se concrétiser à l'entraînement quand vous retrouvez vos partenaires et quand vous travaillez sur le tatami avec votre instructeur. Voilà quelques pistes de travail pour travailler chez soi à la maison. Je vous dis à bientôt et bon training. Merci d'avoir écouté cet épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites à la maison comme entraînement en particulier. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut! I'm certain I can beat you.
You have proved that you fight well. Now you can join us. À bientôt pour un prochain épisode de Kung Fu Coffee Break Podcast.